Avec Sébastien, on va vous présenter donc quelques éléments concernant l'évaluation de l'exposition professionnelle à l'ammoniac et au bioaérosol donc dans les unités de méthanisation. Donc pour ma part, ce sera plutôt un retour sur l'étude INRS sur le sujet. Et puis Sébastien viendra compléter donc par son expérience sur un site de méthanisation en particulier, donc dans les Hauts-de-France. Donc tout d'abord l'introduction, donc le contexte de ces éléments. Ces éléments s'inscrivent dans le cadre d'une étude INRS, donc sur la prévention des risques chimiques et biologiques dans les unités de méthanisation. Donc, dans le cadre de cette étude, nous avons réalisé donc 7 campagnes de mesures atmosphériques au sein de 6 unités de méthanisation compostage d'ordures ménagères, puisqu'en fait 2 campagnes de mesures donc ont été réalisées au sein d'une même unité. Et donc à chaque fois en fait lors de ces campagnes, le but était d'identifier les zones de travail et les postes donc qui étaient à risque, de relier, lorsque c'était possible, les émissions observées aux différentes étapes du procédé donc identifiées, et puis de réaliser donc une analyse spatio-temporelle des expositions. Donc les composés donc qui ont été suivis sont l'ammoniac, les poussières aux matières particulières totales, les composés organiques volatiles, l'hydrogène sulfuré, le monoxyde et le dioxyde de carbone, le protoxyde d'azote, le méthane et les bioaérosols. Donc, dans le cadre de cet exposé, je ne vous parlerai que de l'ammoniac et des bioaérosols. Et donc, on a pu effectuer 2 types de mesures complémentaires. Tout d'abord, des prélèvements classiques indirects, avec une comparaison possible donc aux valeurs limites d'exposition professionnelle lorsqu'elles existent. Et donc, la détection en temps réel, avec notamment la possibilité de suivre des opérations ponctuelles ou des opérations de maintenance. Et donc, par exemple, dans le cas de l'ammoniac, donc on a pu réaliser donc ces 2 types de mesures donc en parallèle, donc ce qui a permis de donner lieu à des corrélations, mais que je ne présenterai pas ici. Donc, je vais essayer de vous parler succinctement donc de la façon dont les unités de méthanisation compostage d'ordures ménagères donc sont organisées. Donc, en amont, on a tout d'abord une collecte. Donc, ça peut être une collecte sélective de biodéchets, ça peut être une collecte en mélange. Et donc, en fonction de cela, donc les étapes derrière vont être un petit peu différentes. Donc, on va récupérer donc les déchets donc au niveau d'une zone de réception. Donc, ça peut être une dalle, comme on peut voir ici sur la photo, donc avec une pelle qui va ramasser les déchets et donc les mettre donc en trémie. Ou bien on peut avoir une fosse avec un grappin. Et donc ensuite, ces déchets vont aller donc en zone tri préparation. Donc là, justement, on va avoir un tri donc avec des cribles, trommelles, des doubles tapis balistiques, des déferrailleurs, enfin tout ce qui est nécessaire pour éliminer donc les indésirables et pouvoir sélectionner donc la fraction organique de la matière. Et ce tri va être plus ou moins poussé justement en fonction de si la collecte en amont a été sélective ou en mélange. Ensuite, donc la fraction organique qui aura été sélectionnée donc va aller en méthanisation. Donc là, en fonction des unités, on va avoir différents procédés. On peut avoir des digesteurs verticaux, des digesteurs horizontaux, des digesteurs en batch. Donc, on va avoir donc des températures de procédés différentes, en mode mésophile 37 degrés, en mode thermophile à 55 degrés, etc. Et donc ça va durer 3 à 4 semaines. Et à l'issue de la méthanisation, on va avoir en général une étape de déshydratation. Donc cette déshydratation, donc elle n'est pas systématique, mais elle est assez courante. Donc ça peut se faire notamment par exemple en presse ou en centrifugeuse. Donc là sur la photo, donc on peut voir une centrifugeuse. Et ensuite, donc, une fois qu'on aura séparé donc les digestats liquides et digestats solides, donc on va avoir souvent un compostage des digestats solides. Donc on va d'abord les préparer, on va les mélanger avec du structurant ou avec des déchets verts. Et puis, donc, on va avoir d'abord une première phase de compostage actif en tunnel. Donc là, on peut voir justement l'exemple d'un tunnel sur la photo, où on va avoir une aération forcée, donc par soufflage ou par aspiration. À l'issue de cette étape, on va avoir encore une étape de maturation, donc à l'extérieur des tunnels, le plus souvent dans des silos, mais encore dans des zones en fait couvertes. Et puis finalement, donc, on va avoir une dernière étape d'affinage, donc pour sélectionner une fraction plus fine du compost. En parallèle, on va gérer les jus. Donc c'est-à-dire la phase liquide des digestats. Donc souvent, ils sont réutilisés donc en amont dans le process, notamment pour réensemencer le digesteur. Et puis là, j'ai un exemple donc sur la photo de cuve de stockage de jus, donc en attendant justement de le réutiliser. Et donc de la même manière, on va aussi stocker le compost obtenu, donc avant enlèvement. Donc voilà, c'est des étapes très générales qu'on retrouve quasiment systématiquement sur tous les sites. Donc, je vais vous parler de la stratégie de mesure, donc déjà en particulier pour l'ammoniac.
donc plusieurs points. Donc on a d'abord pu, dans les différentes zones dont je viens de parler, mettre des points d'ambiance. Donc des points d'ambiance donc avec des prélèvements classiques, donc avec une pompe, une cassette. Donc les cassettes, ce sont des cassettes donc avec filtre imprégné d'acide sulfurique, et puis ensuite on fait une analyse par chromatographie ionique. Donc là, c'est ce qu'on peut voir justement sur la photo, et également en parallèle donc un détecteur en temps réel. Donc, on utilise en fait la méthode Métropole, donc qui a été développée à l'INRS. Sur les opérateurs également, donc les opérateurs ont pu être équipés. Donc, on avait le même dispositif classique et puis donc également un détecteur en temps réel, mais plus léger, plus pratique donc à porter pour eux. Et enfin, dans les chargeuses, donc même dispositif pour les prélèvements classiques, et puis donc un petit détecteur temps réel passif, donc pour suivre donc l'évolution de l'ammoniac au cours du poste en chargeuse. Donc, je vais vous montrer maintenant une application un peu pratique de l'évaluation de l'exposition justement avec ces différents dispositifs. Donc, dans un atelier presse, donc en déshydratation. Donc, en fonctionnement classique d'abord. Donc là, ce que vous pouvez voir sur cette photo, donc ce sont les différentes presses, et on peut voir donc juste à droite donc notre point d'ambiance positionné. Et donc là, c'est un exemple de ce qu'on peut faire également grâce justement à la détection en temps réel. Donc c'est une cartographie de l'ammoniac dans ce même hall grâce à l'outil donc Dactari qui a été développé également à l'INRS. Et donc ça permet finalement d'évaluer donc les doses donc ici d'ammoniac qu'on va pouvoir retrouver en différents points du hall. Et là notamment de mettre en évidence une presse qui était beaucoup plus émissive que les autres. Donc, par exemple, ici, quelques exemples de mesures classiques qui ont été réalisées sur filtre. Donc, avec donc 2 résultats pour des points d'ambiance et 1 pour un opérateur. Donc, le point d'ambiance qui était situé donc en zone presse, comme on le voit au-dessus sur la photo, donc a montré des résultats très élevés, donc en moyenne d'environ 40 ppm. Sachant que donc la VLEP pour l'ammoniac est de 10 ppm et la VLCT, donc la valeur limite court terme sur 15 minutes, est de 20 ppm. Donc là, on était quand même très au-dessus avec donc une concentration maximale sur une journée de près de 60 ppm. Et puis donc juste à côté donc de ce hall, avec une porte ouverte dessus, on avait un atelier donc qui était utilisé par les opérateurs. Et là, forcément, par ricochet, on avait une petite pollution en ammoniac dans l'atelier. Donc là, c'est ce qu'on peut voir avec une concentration qui a été enregistrée donc à 13 ppm. Et puis, on avait enfin un agent de maintenance donc qui avait mis en place son établi dans la zone presse, qui en plus donc travaillait sans EPI. Donc là, on a pu mesurer des concentrations allant jusqu'à près de 20 ppm donc pour cet opérateur donc sur la durée de son poste. Donc en parallèle, donc on a aussi suivi donc en temps réel les concentrations d'ammoniac en ambiance. Donc on avait un point qui était au niveau du sol comme sur la photo que j'ai montrée précédemment, puis un point qui était situé un peu plus en hauteur. Donc là, vous pouvez voir en fait la pollution en hauteur était plus importante, donc l'ammoniac avait tendance à monter. Et donc là, on saturait complètement le détecteur. Donc une zone vraiment extrêmement polluée en permanence. Donc, on s'est aussi intéressé, donc grâce à des collègues donc du laboratoire d'ingénierie aérolique de l'INRS, donc à comment fonctionnait la ventilation dans ce local. Et avec des essais au fumigène, on a pu se rendre compte que le captage des polluants n'était pas du tout efficace et que même donc en fait, on avait une reconcentration donc de l'ammoniac dans le local au lieu de l'évacuer par les conduits. Et donc ça, c'était en fonctionnement classique, mais on peut aussi avoir donc des fonctionnements dégradés. Donc là, ça a été le cas en fait sur une campagne de mesure où on a eu un bourrage d'une presse qui a provoqué en fait des fuites de digesta, donc une grosse fuite comme vous pouvez voir sur la photo. Donc ça a été assez compliqué à gérer pour les opérateurs, mais apparemment c'est quelque chose d'assez courant. Donc là, on a eu des opérateurs donc qui sont venus voir. Donc on peut voir des premiers pics à jusqu'à 60 ppm pour plusieurs opérateurs. Puis ensuite, ils ont aéré un peu la zone et puis ils ont procédé au nettoyage, toujours sans EPI. Et donc là, on peut voir que voilà, pendant un peu plus d'1 heure, ils sont quand même exposés à des quantités importantes d'ammoniac, tous les 3, tout le temps du nettoyage. Donc, si vous avez suivi les différentes étapes, donc après la déshydratation, on a souvent donc le compostage. Donc là, c'était sur ce même site. Donc, on a suivi en fait un vidage de tunnel de compostage. Donc, à la fois, on avait donc un détecteur donc sur un point d'ambiance dans le hall, un détecteur sur l'opérateur qui donc conduisait la chargeuse et un détecteur donc dans la chargeuse elle-même. Donc là, l'opérateur donc ouvrait le tunnel. Ensuite, pendant près de 2h30, donc avec sa chargeuse, il procédait donc au vidage du tunnel.
Donc, pendant cette opération, on peut voir que la quantité d'ammoniac augmente considérablement dans le hall, mais que ça reste assez bas donc dans la chargeuse et sur l'opérateur. Ensuite, on peut voir un pic donc au moment où il va en pause, ce qui montre également qu'en fait, il sort en zone polluée et non pas, il sort pas avec sa chargeuse donc à l'extérieur pour sortir justement dans une zone externe non polluée. Il revient, donc il continue son vidage. Donc là, la concentration d'ammoniac commence à augmenter de façon importante dans la chargeuse et donc sur l'opérateur, jusqu'à un point où il ressort à plusieurs reprises et puis il va chercher sa cagoule ventilée pour terminer son opération. Et donc pendant tout ce temps-là, il est avec la cagoule ventilée, assis dans sa chargeuse, ce qui est compliqué puisqu'en fait, donc il y a quand même une ceinture assez proéminente, donc c'est très inconfortable pour lui. Et donc, à l'issue, en fait, de ce vidage de tunnel, donc, il a une partie nettoyage des grilles du sol du tunnel, qui sont les grilles, là, pour le coup, d'aspiration, et qui doivent être nettoyées à chaque fois, puisqu'au bout d'un moment, elles finissent par être bouchées par la matière. Donc ça dure à peu près 20 minutes. C'est assez fastidieux. Et là, il porte sa cagoule ventilée. Donc voilà pour un exemple qui est aussi intéressant pour nous en termes de pédagogie quand on restitue les résultats à l'entreprise, parce que ça permet de montrer en fait à l'opérateur de quelle manière il est exposé, pourquoi, comment, et du coup essayer de lui faire comprendre quelles sont les bonnes pratiques à adopter pour éviter tous ces pics d'exposition. Donc dans ce même hall, donc là j'ai parlé beaucoup de l'ammoniac. Donc là, c'est pareil, c'est un exemple en fait de résultat de prélèvement classique d'ammoniac sur une journée. Donc vous voyez ce qu'on retrouve en ambiance dans le hall, c'est quand même donc plus de 35 ppm d'ammoniac et dans la chargeuse plus de 10 ppm, donc on dépasse la VLEP. Donc les poussières, on a pu les suivre également. Donc pour l'instant, donc la VLEP est toujours à 10 mg mètre cube, donc pour les poussières inhalables. Donc là, on avait des taux qui étaient pas trop élevés, donc dans cette partie maturation, un peu plus élevés dans la partie affinage. Dans la cabine de la chargeuse, les taux étaient très bas. Pour les bactéries donc et moisissures, donc là je parle pas vraiment des méthodes. Toutes les méthodes utilisées sont donc les méthodes métropole. Et puis pour la méthode pour les bactéries donc et moisissures, Corinne en a parlé tout à l'heure. Donc il s'agit de la même méthode. Donc là on a pu donc mesurer bactéries moisissures et on a pu constater des taux assez importants pour les bactéries mésophiles et thermophiles, notamment les thermophiles. Par contre, c'était en ambiance dans le hall et dans la chargeuse, on gardait des taux peu élevés. Et donc enfin, donc pour les endotoxines, donc là on n'a pas de VLEP, mais on a des valeurs guides qui permettent donc par exemple quand on se situe donc au-delà de 200 UE par mètre cube, on commence à être dans 10% des situations intermédiaires qui commencent à être embêtantes et pour lesquelles il faudra prévoir des moyens de prévention. Au-delà de 1000, c'est les 10 autres % qui sont vraiment embêtants et là les moyens de prévention doivent être déployés tout de suite. Donc là on restait dans des taux pas trop élevés et surtout assez faibles dans les chargeuses. Donc maintenant, je vais vous parler donc des résultats donc du site E, donc qui est le site dont va parler Sébastien juste après. Donc là, il s'agit de l'ammoniac en ambiance. Donc vous pouvez voir que par rapport aux autres sites, donc en fait ce qu'on voit donc les boîtes à moustaches qu'on observe en fait ce sont l'ensemble des sites donc sur les 7 campagnes de mesure. Donc là on peut constater que le site E, donc c'est les croix vertes que vous pouvez voir. Les taux d'ammoniac sont assez faibles par rapport aux autres sites. On avait peu de problèmes d'ammoniac sur ce site, que ce soit dans toutes les zones ou dans les chargeuses. En individuel, par ricochet, on a les mêmes constatations, des tout petits taux pour les opérateurs de réception, préparation. Non, mais pour les autres, des valeurs assez faibles. Par contre, donc pour tout ce qui est bioaérosol, donc pour les endotoxines, on a trouvé des valeurs qui pouvaient être donc supérieures à la médiane, par exemple en réception ou en affinage, et des valeurs plutôt élevées par rapport aux autres sites en préparation. Également un petit peu plus que les autres de manière générale dans les chargeuses. Donc là, je vous ai juste remis à titre indicatif donc les valeurs guides. Et puis enfin, je vous présenterai juste les bactéries mésophiles. Donc là, vous pouvez voir que là, on a des taux plus importants, quasiment toujours supérieurs à la valeur médiane, et notamment en zone préparation, on dépasse 10 puissance 6 UFC par mètre cube, ainsi que dans la zone affinage. Et même dans les chargeuses, on avait des taux assez importants, qui peuvent éventuellement être évités par un nettoyage régulier de la chargeuse. En réception, on n'avait pas de taux négligeable non plus parce qu'il y avait beaucoup aussi donc un opérateur qui était chargé de balayer, donc qui remettait en suspension les bioaérosols. Donc, je vais maintenant laisser la main à Sébastien pour qu'il vous parle un petit peu plus en détail de ce site et de ce qu'ils ont pu faire dessus. Chère madame, merci, mais ne vous échappez pas. J'ai une question finalement très simple. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les risques de l'ammoniac pour les personnes? Au niveau santé, vous entendez? Oui.
Ça arrive principalement d'irritation au niveau des muqueuses. Par exemple, l'opérateur de maintenance dont j'ai parlé, qui était particulièrement exposé, se plaignait principalement d'avoir des croûtes au niveau du nez. Donc lui, il ressentait vraiment les effets, des irritations au niveau respiratoire, au niveau cutané. Donc là, ça va être vraiment les effets directs. Et en plus, il y a un effet d'accoutumance, ce qui fait qu'au bout d'un moment, les opérateurs ne sentent plus du tout l'ammoniac et ne sont même plus gênés. Par l'odeur. Très bien, merci. C'était important de repréciser pour notre public. Merci Patricia Dierenberger. Et en effet, on va céder le relais à Monsieur Triopont qui monte sur l'estrade. On lui nettoie bien sûr son pupitre. Je rappelle donc que Monsieur Triopont nous vient de la CARSAT des Hauts-de-France. Installez-vous tranquillement. Je vous salue. Merci d'être avec nous. Pas facile de prendre le relais. Hein, c'est parti sur de très belles bases. Alors, s'il vous plaît, monsieur, je vous en prie. Bien. Bonjour à tous, en tout cas. Donc, effectivement, moi, je vais vous présenter un retour d'expérience d'une intervention sur ce site, donc situé dans le Nord. Et donc, au départ, l'intervention, elle se situe non pas face à une inquiétude effectivement exprimée par les salariés, pour faire petit peu la liaison avec la présentation de Patricia, avec finalement des salariés qui s'habituent à l'exposition, mais plutôt à des inquiétudes exprimées par les entreprises intervenantes et notamment les entreprises qui étaient en charge de déposer les déchets sur ce site. Donc des inquiétudes générées tout simplement à la base par les odeurs provoquées par l'ammoniac, par l'H2S, des odeurs qui apparaissent à des valeurs finalement de concentration très faibles et qui inquiètent de façon naturelle d'ailleurs, comme peuvent être inquiétés les habitants autour de tels sites. Donc, intervention de notre part, équipement, comme l'a précisé Patricia, des salariés et estimation des niveaux d'exposition. Et puis, au-delà des odeurs et donc des gaz délétères, bien entendu, une évaluation de l'exposition aux poussières et aux risques bio. Alors, la première des choses à faire lors d'un accompagnement de ce type-là, et finalement, c'est bien le premier axe d'amélioration à avoir, c'est d'identifier les sources potentielles d'exposition des salariés pour pouvoir, bien sûr, mettre en place les mesures de prévention les plus appropriées. Alors, deux petits retours d'expérience de ce point de vue-là. Tout d'abord, dans la zone de réception, qui a été identifiée comme une zone source. Pourquoi ? Tout simplement par la mise en suspension dans cette zone de réception des matières qui étaient déposées, avec un contexte en plus sur ce site où les matières finalement étaient déposées non pas sur une dalle, mais tombées par gravité à plusieurs mètres en deçà. Donc effectivement une mise en suspension déjà lors du déchargement. Une dispersion qui venait s'effectuer de par la manipulation par des engins de manutention de ces déchets. Et en plus, alors j'y reviendrai par la suite, mais une dispersion des polluants provoquée par un système de ventilation qui était inadapté et qui dispersait les polluants plutôt que de les capter. Deuxième retour d'expérience, c'est sur le bâtiment de méthanisation en lui-même, où effectivement, on a pu identifier une source non négligeable provoquée par les matières qui tombaient au sol lors des manutentions, qui n'étaient pas forcément systématiquement ramassées, qui étaient laissées au sol pendant parfois plusieurs heures, et pour lesquelles il ne fallait pas négliger effectivement l'émission à cet endroit-là, ou les matières en circulation, et notamment sur ce site, la circulation de matières sur un tapis roulant, j'y reviendrai. On avait identifié également, d'où l'importance d'identifier vraiment ces différentes sources, et bien des fuites au niveau des appareils à pression, de par le fait de l'utilisation de joints, surtout de la présence de joints qui étaient dégradés, qui n'étaient pas remplacés systématiquement, et donc des fuites assez conséquentes. Alors ça, c'est un retour d'expérience sur deux zones, si je puis dire, d'exploitation. Faut pas négliger non plus dans ce type d'installation, comme d'ailleurs dans d'autres, les expositions, certes à un niveau moindre, mais dans d'autres lieux comme les cabines d'engins, les engins de manutention, les engins de levage, les chariots élévateurs. Souvent des équipements qui sont équipés de cabines pressurisées dans ces installations-là, mais bien entendu, bien régulièrement, nous on peut observer des portes de cabines qui sont laissées ouvertes
Alors c'est sûr qu'au départ, bah oui, le salarié, l'opérateur est amené à descendre, à monter de son engin, mais pas forcément de manière très fréquente. Mais voilà, on laisse l'habitude, par habitude, on laisse les portes ouvertes. Et donc, bah, petit à petit, la cabine est contaminée, notamment, eh bien oui, le siège, le volant, mais également, bah voilà, les différents accessoires qui sont manipulés. Et puis, il ne faut pas négliger non plus l'exposition dans les locaux sociaux, hein, les réfectoires, les salles de pause, les vestiaires, lorsqu'on fait des prélèvements, notamment surfaciques, sur un certain nombre d'équipements. Hein, ça va du micro-ondes eh bien, au bouton poussoir ou à la porte de ces locaux-là. Ben, on observe une contamination de ces locaux. Alors, dans les axes d'amélioration sur lesquels on a pu travailler sur ce site, bah, tout d'abord, bien sûr, la ventilation. Je rappelle d'ailleurs qu'à ce titre-là, les CARSAT peuvent accompagner les entreprises avec des centres de mesure physique. Je le dis parce que souvent, c'est pas identifié par les entreprises comme un accompagnement possible, mais cet accompagnement, il est compris dans le taux de cotisation des entreprises. Et donc, bah, sur ce site-là, bien entendu, le premier focus, ça a été effectivement de réexpliquer qu'il fallait aspirer, capter à la source, aspirer les polluants et non pas souffler dessus, parce qu'effectivement, lorsqu'on souffle, eh bien, on disperse finalement le polluant, mais voilà, il s'en va pas, il revient. Donc, à un moment donné, ben, effectivement, le niveau global d'exposition ne fait qu'augmenter dans les locaux. Bien sûr, c'est un principe général de prévention. On va chercher à capter au plus près, donc à la source des émissions, les polluants. Alors parfois, c'est pas toujours possible. Je parlais du tapis roulant tout à l'heure qui transportait de la matière. Oui, c'est toujours possible. Dans l'absolu, on peut effectivement équiper d'un tunnel ce tapis roulant, mais voilà, après, sur des longueurs particulièrement importantes, avec un tas d'autres équipements et des déchargements de matière dans l'ensemble de l'atelier sur ce tapis roulant, eh bien, ça devenait techniquement et surtout financièrement très compliqué. Donc, on peut travailler sur à d'autres endroits. Je parlais des fuites sur notamment les joints. Bah oui, une bonne maintenance préventive sur les équipements et un remplacement régulier des joints, ça permet de limiter les fuites. Et puis, de mettre en place une régulation de pression, ça permet aussi de réduire ces fuites sur ces équipements. Bien sûr, ça va de soi un nettoyage régulier, voilà, des matières, en évitant, Patricia l'a signé tout à l'heure, mais une remise en suspension par un balayage, donc par d'autres moyens de nettoyage. Et puis, bah, travailler sur les règles d'hygiène. Dans ce type d'entreprise, comme dans d'autres d'ailleurs, hein, c'est pas toujours quelque chose que l'on regarde de près. Ça peut être le nettoyage régulier des engins, ça peut être la mise en place de zones blanches dans les vestiaires, pour eh bien, séparer les vêtements avec lesquels les salariés arrivent le matin et repartent le soir des vêtements de travail et pas mettre deux vestiaires côte à côte, mais effectivement avec des moyens pour se nettoyer entre les deux zones. Et aussi faire respecter le port des équipements de protection individuelle. Ce pourquoi d'ailleurs, je pense que le contexte actuel, la crise actuelle, a pu permettre une avancée notable dans ce type d'entreprise-là pour la protection des salariés. Et puis il a fallu également, et c'est pas négligeable, beaucoup informer, rassurer, accompagner les salariés. Alors on l'a pas fait seul, on l'a fait aussi avec la médecine du travail. Et là, je tiens à souligner que c'était vraiment un travail intéressant à faire conjointement avec eux. C'est vrai que dans les gaz délétères, il existe des valeurs limites d'exposition professionnelle, c'est plus ou moins connu. Le risque bio, c'est peut-être un peu moins palpable, ça fait peur. En tout cas, ça faisait peur aux salariés auxquels on a présenté les résultats de l'étude. Et il a vraiment fallu réexpliquer de l'importance aussi de se protéger correctement, de faire évoluer les organisations de travail pour réduire l'exposition à tous ces paramètres-là. En conclusion, je pense qu'on a vu qu'il y a différentes méthodes, différents outils qui permettent à la fois d'évaluer le niveau d'exposition des salariés, puis de cibler là où on peut intervenir. Donc, c'est important de combiner tout cela. Je citerai par exemple le fait toujours de combiner une évaluation par un moyen fixe dans un atelier avec le fait d'équiper également un salarié et d'évaluer l'exposition réelle auquel est soumis le salarié. À noter également que dans cette étude, ma collègue donc Patricia a pu mesurer, finalement observer des résultats très variables d'un site à un autre, qui s'expliquent par le process qui peut être différent, et puis une organisation aussi différente.
Ne pas négliger la polyexposition d'un salarié à la fois aux gaz délétères et aux risques bio. Et puis, il y a des solutions qui existent. Lorsqu'on accompagne l'entreprise, comme c'était le cas sur le site effectivement, sur lequel on est intervenu conjointement, eh bien, on peut entraîner l'entreprise dans une démarche d'amélioration de ses conditions de travail. Et c'est votre conclusion. Exactement. C'est pas tout à fait terminé. Je vous dis merci. Je vous dis merci à votre collègue, comme vous l'avez renommé et à juste titre. J'ai plusieurs questions qui arrivent, notamment, et c'est un peu en lien avec quasiment les derniers propos que vous avez tenus. Quelles sont les polyexpositions possibles, ammoniac plus d'autres matières, agents, etc. Quels sont les effets éventuels, les effets synergiques qui peuvent en découler? Les effets combinés, alors ça va être forcément des aggravations potentielles, voilà, des aggravations des pathologies développées. Ça peut être aussi, alors je pense que voilà, aujourd'hui on est dans une phase où on ne connaît pas forcément justement encore toute l'interférence des différentes expositions, mais voilà, aujourd'hui on est vigilant par rapport à cela parce qu'on sait que certains polluants peuvent se combiner entre eux. Alors, je citerai un autre exemple sur lequel je suis en train de travailler, qui sont les ototoxiques. Aujourd'hui, on sait par exemple qu'un certain nombre de polluants peuvent aggraver le risque bruit, en fait, l'exposition au bruit des salariés et provoquer une surdité plus rapide. Mais peut-être que ma collègue veut compléter les propos. Oui. En fait, il y a une étude INRS en cours sur la polyexposition, justement, composés chimiques et composés biologiques. Donc, on aura un peu plus de billes d'ici quelques temps, mais voilà. J'avais un autre point, un petit détail, mais ça fait aussi le lien avec ce que vous disiez sur les portes ouvertes, portes fermées, etc. Est-ce que les vêtements de travail sont nettoyés par l'entreprise ou est-ce que c'est laissé un petit peu sur la ce responsabilité site-là, de chacun? Oui, tout à fait. Alors sur ce site-là, on avait observé, on a de la chance qu'effectivement les vêtements de travail étaient, le nettoyage était pris en charge par l'employeur. Bon, force est de constater que c'est pas toujours le cas, loin de là, dans la réalité des faits. On a même parfois certains sites où l'entreprise ne fournit pas de vêtements de travail. Et donc là, le salarié repart chez lui avec ses vêtements de ville, travaille avec ses vêtements de ville et repart chez lui et vient contaminer avec ses proches le soir. Donc c'est un point de vigilance qu'on doit avoir lors de nos interventions. Il faut que l'entreprise fournisse des vêtements et prenne en charge le nettoyage, oui, bien sûr. Encore beaucoup de travail d'information, de sensibilisation à faire, j'imagine. C'est ce que j'entends un peu dans votre propos. Je reviens aux effets de l'ammoniac, peut-être pour Madame Diren-Berger ou vous-même, Monsieur Triopont. Comment vous mesurez finalement les effets de l'ammoniac? Alors, à très forte dose, à très forte dose, ça s'observe, ça s'observe tout de suite, parce qu'on peut avoir tout de suite des malaises, des vomissements, etc. À faible dose, effectivement, ça va être, comme l'a signalé Patricia, des problèmes respiratoires, de la gêne respiratoire, des picotements au niveau des muqueuses, à tous les endroits d'ailleurs. Et puis, on va avoir un suivi. Alors, sur ce site-là, il y avait également un suivi médical qui était assuré par le médecin du travail. Voilà. Merci. Je prends une dernière question pour rester dans le timing, à moins qu'il y ait vraiment une urgence à répondre à encore un autre point qui ne serait pas encore apparu. On parle de déchets ménagers, mais pour les poussières, elles peuvent contenir des métaux lourds, des SMR, ACD, etc. Comment faire pour protéger et rassurer les salariés? Je vais dire les individus d'une manière générale. Il n'y a pas que les salariés, d'ailleurs, qui sont confrontés à ça. Oui, alors c'est forcément quelque chose sur lequel il faut, encore une fois, il faut beaucoup expliquer aux salariés à quoi ils sont exposés. Je pense que expliquer le pourquoi des choses, d'ailleurs, permet plus souvent d'avancer au niveau des salariés que leur expliquer le comment. Leur dire qu'il faut porter un masque,
bah, c'est pas toujours ce qui va déclencher finalement le geste, même encore une fois si le contexte actuel peut aider, faut expliquer le pourquoi. Et donc effectivement, leur expliquer au travers des mesures qui ont été faites, des résultats présentés, bah, ce qui peut être contenu dans les différentes poussières. Vous avez raison, parfois le tri des déchets ménagers bah, se fait plus ou moins correctement, on peut retrouver un tas de choses de présent, que ce soit cet endroit-là où il y a le traitement du déchet, d'ailleurs que au moment finalement du prélèvement, de la collecte de ces déchets-là. Donc encore une fois, moi je crois beaucoup à la pédagogie, de réexpliquer sur le pourquoi il faut se protéger, ce qui peut être contenu pour avancer les choses. Alors ce que j'ai oublié de signaler aussi, je le signale avant que j'oublie, c'est que donc l'INRS a lancé un groupe de travail pour aboutir à l'élaboration d'une brochure avec des guides de référence concernant ces installations de méthanisation, donc pour aider ces entreprises-là dans des bonnes pratiques et des choses à mettre en œuvre. Vous souhaitiez rajouter un propos, Madame Dieren-Berger, je vous en prie. Dans le cadre de l'étude, en fait, on a prélevé aussi donc les poussières dans l'ensemble des sites et on a fait des recherches de métaux. Donc on a trouvé très peu en quantité, un petit peu d'aluminium, un petit peu de fer, ce qui est un peu logique, mais vraiment rien d'inquiétant, des taux très faibles. Et de la même manière, on a suivi les composés organiques volatiles et les taux étaient toujours très bas, que ce soit en zone tri ou en zone compostage. Donc du coup, de ce point de vue-là, on a pu rassurer les entreprises. J'allais dire, c'est un excellent moyen de rassurer, c'est de démontrer que les choses sont relativement faibles, voire quasi inexistantes. Merci infiniment.